La nuit de l'appel, il se révolta et quitta l'endroit chaud et liquide où il se trouvait. Mais il était faible et la nature était puissante. Dehors, il se mit à pleuvoir. Il y eut une tempête si terrible que toutes les prévisions qui furent faites depuis la prirent comme préférence. Il combattit pour demeurer avec la chose-mère, mais la chose-mère le chassa, et pris de peur et de colère, il se vengea d'elle d'une manière indiscernable. De noirs nuages cachèrent les étoiles, et les arbres se courbèrent sous le souffle du vent. La nuit précédente, Sam Moore avait laissé son fils Randall jouer dans la cour assez tard. Si jouer était le mot, le garçon n'avait pas de jeu précis et les enfants du voisinage évitaient d'approcher la maison d'Imour. Parfois, un enfant, caché alentour, criait quelques insultes à Randall, mais la plupart du temps, il se tenait à l'écart. Sam s'allongeait sur la chaise longue, harassé, se prenant en piège d'écrire sa propre épitaphe, posant les questions éternelles. Qui étais-tu? Qu'as-tu jamais fait? Et pourquoi moi? Pourquoi moi maintenant? Il regarda l'enfant en dissimulant sa répulsion. Randall marchait tranquillement le long d'une haie, examinant de ses petits yeux les cours des voisins. Il y avait eu une époque où c'était la grande mode chez les enfants du quartier de lui lancer une pierre lorsqu'il passait devant chez lui. C'était avant que les deux garçons des Sweetheart, courant se cacher après lui avoir jeté des cailloux, ne tombent dans un puits dont personne n'avait jamais entendu parler dans le quartier. C'était dommage pour eux. Mais Randall vivait avec le souvenir des pierres et se méfiait de l'amnistie. La douleur avait empiré ce jour-là, et Sam chercha l'oubli dans le sommeil. Le moment était enfin venu. Le premier vint au silence, et le souvenir de cette nuit-là est perdu dans le flot du temps. Celui-ci grandit seul et sans difficulté, car nous ne connaissons de lui que sa vie d'adulte. Ses proches voyagèrent de pays en pays, et son souvenir se fond dans une multitude de légendes. Mais le sang était là. Note, le vieil homme avait été jardinier dans ce quartier durant de longues années. C'était un homme courbé, dont le doux sourire laissait voir une mauvaise dentition. Il parlait un mauvais anglais et se rappelait des choses passées, des swastikas, des étoiles jaunes, Buchenwald. De temps en temps, il écrivait d'humbles poèmes qu'il envoyait au journal local. Une fois, ils en ont publié un. C'était un vieillard amical et il parlait avec tout le monde, même avec une des jeunes déesses adolescentes du quartier. Elle s'efforça de ne pas le comprendre et prit son amitié pour quelque chose de plus. Ce jour-là, cela faisait un an maintenant. Le vieil homme était en train de bêcher près des rosiers de la cour du devant, dans la maison qui se trouvait de l'autre côté de la rue. Randall le regardait, suçant une branchette de menthe que le vieillard lui avait donnée, et laissait le jus couler au coin de ses lèvres. La voiture noire s'était arrêtée avec un coup de frein strident, et les trois garçons déterminés en étaient sortis. Ils portaient des blousons jaunes, un aigle était habilement tissé sur le dos de chaque blouson, et leurs ailes semblaient battre lorsqu'ils remuaient les épaules. Ils tenaient tous à la main une courroie de scie circulaire munie d'une poignée noire. Randall les observait avec un intérêt grandissant, ne comprenant pas encore très bien. Ils frappèrent le vieil homme en agitant leurs bras puissants de joueurs de rugby, et il s'écroula en criant dans une langue étrangère. Ce fut vite fini. Le vieillard resta recroquevillé sur le sol, perdant son sang sur la terre noire et humide. Les garçons s'entassèrent dans la voiture et s'enfuirent à toute vitesse. Randall put entendre leur rire flottant derrière eux comme une banderole. Un peu plus loin, les maisons s'arrêtaient en haut d'une colline escarpée. Un de leurs pneus éclata à cet endroit et l'auto-noir plongea dans le ravin en pleine vitesse. Elle s'écrasa en bas en lançant un énorme geyser de flammes, puis le feu ruissela avec un grondement qui étouffa presque les cris des victimes. Au matin, Sam Moore se réveilla encore très fatigué. Ce samedi-là, la femme de ménage, également chargée de garder Randall, arriva étrangement à l'heure et il les laissa assis dans le salon. La télévision passait un film de guerre bien sanglant où l'on tuait des hommes à la pelle. Randall était assis sur le sol devant le poste, les jambes croisées, et regardait avec attention. Mrs. Cable fixait l'écran et refusait de rencontrer le regard de Sam, perdu dans son propre univers de douleur.
Il y avait eu une époque où Sam donnait des instructions avant de partir. Mais ces jours-là étaient enfouis depuis longtemps. Peu de femmes acceptent de s'occuper d'un enfant attardé. Maintenant, aux prises avec son propre problème, il se désintéressait de tout et parlait peu. Si son insomnie à lui n'avait pas été accidentelle, et s'il avait existé la moindre chance de guérir l'enfant, alors il aurait encore assumé les responsabilités que nécessitait l'éducation de Randall. Mais il regarda le garçon et quelque chose s'assombrit en lui. Anne avait été extraordinaire, et sa grossesse avait été normale. Mais l'accouchement fut difficile, et l'enfant se révéla être un problème monstrueux. Elle avait changé, mais pas l'enfant. Des tests précoces s'étaient révélés négatifs, mais physiquement il avait toujours manqué d'intérêt pour quoi que ce soit. Ses mouvements étaient lents, et ses yeux demeuraient inexpressifs. Il n'arrivait pas à s'approcher de Randall ce matin. Au revoir, dit-il, et il ne reçut en réponse qu'un bref regard désintéressé. Un garçon n'a 3 ans qu'une fois dans sa vie. Mais que se passe-t-il lorsqu'il a 3 ans et 8 ans à la fois? Lorsqu'il aura 3 ans à jamais? Sur l'écran de télé, un soldat noir tirait à grand-peine. Son capitaine, un blanc, hors du passage d'un tank. Sam se rappela le scénario. C'était un de ces films à message de Hollywood. Il resterait camarade jusqu'à ce que le noir ait besoin d'aide à son tour. Dehors, il ne remarqua pas que la journée était particulièrement belle. Il resta un instant devant la porte du garage et réfléchit. Une fois la porte descendue, le garage était bien hermétique. Il pouvait mettre la voiture en marche et ce serait facile. C'était ce qu'avait fait Anne, sa femme, mais pour une raison différente et d'une autre façon. Elle avait avalé une boîte de somnifères un jour où il s'était rendu dans une autre ville pour plaider. Cela s'était produit bien longtemps auparavant. Après l'époque des hôpitaux et des cliniques, après les derniers marchands de promesses et leur moralité écœurante de charlatans, les guérisseurs cupides et surdeux, les escrocs habiles et autres imposteurs devant lesquels, en dernier ressort, elle avait conduit l'enfant, il y avait 4 ans de cela maintenant, plus personne n'avait examiné Randall depuis. Elle n'avait jamais été vraiment présente depuis la naissance de Randall. Elle avait divagué pendant quelque temps, laissant errer ses grands yeux sensibles dans un univers lointain, son esprit n'étant plus qu'une poubelle où s'agitait ce qui aurait pu être. Ne me touche pas, avait-elle dit. Je sais qu'ils prétendent que nous devrions en avoir un autre, mais ne me touche pas, je t'en prie, Sam. Et le peu de vie qui restait encore en lui était mort. Il sut que c'était le garçon, maintenant. Ce n'était pas qu'il ne l'avait pas aimé, mais il pouvait retrouver son visage à elle rien qu'en regardant le visage de l'enfant. Ce petit visage haïssable, ce visage qui avait tué la femme que Sam aimait. Il fit coulisser la porte du garage qui se ferma avec un bruit sec, puis se rendit à son étude. Un jour de plus, et peut-être un autre dollar, des jours, il ne lui en restait plus beaucoup. Maintenant, le docteur Yancey avait dit de 6 mois à un an, et il y avait déjà plus de 4 mois de cela. C'était le jour où il avait ouvert Sam Moore et l'avait refermé en vitesse pour cacher la masse qui pourrissait à l'intérieur. La maladie est trop avancée, avait dit Yancey, et il avait ajouté ces vieux mots de désespoir que beaucoup d'hommes finissent par entendre. Nous ne pouvons plus rien faire. Siddhartha Gautama parvint tranquillement dans le parc avec le souvenir des éléphants. La légende dit que les arbres se courbaient devant lui. Sa mère, Maya, fut soutenue par le sentiment d'une force immense. Le sang était puissant, mais l'enfant était lent et renfermé. Aussi la réalisation ne s'accomplit-elle jamais. Le don grandit dans l'ombre sans jamais être utilisé. Note. Randall était assis sous un arbre devant la maison des Moore. Il observait le monde qui l'entourait avec une étrange intensité. Une abeille volta près de lui et il la regarda avec une certaine inquiétude. Mais elle ne l'attaqua pas. Elle ne l'embêtait plus beaucoup depuis que l'une d'entre elles l'avait piquée au printemps et qu'il les avait toutes détruites dans un rayon d'1 kilomètre. Il put entendre le bruit assourdissant bien avant de pouvoir dire d'où il provenait. Une camionnette surmontée de 2 haut-parleurs klaxonnait en remontant la rue. Elle arrivait du côté de la maison des Moore et ralentit. Il y avait sur le côté de la camionnette un dessin de couleur vive, montrant un homme habillé en prêtre, tenant une carabine dans ses mains, et ses yeux lançaient des éclairs. En dessous était écrit « Le père Tempête combat le communisme ».
La musique éclata dans les haut-parleurs dépassant la limite permise en décibels. Randall se boucha les oreilles, le bruit faisait mal. Le conducteur arrêta la musique et augmenta le volume sonore de son propre micro. Grande réunion ce soir, cria-t-il. Venez tous, écoutez le père Tempête, sauver le monde. Et vous, dire comment combattre les espions infiltrés qui voudraient nous détruire. Tous au gymnase du lycée ce soir à 7 heures. La voix prit un ton menaçant. Ne laissez pas vos voisins y aller sans vous. Sur l'autre siège, à côté du conducteur, un homme habillé en prêtre faisait des gestes de bénédiction en direction des gens accourus aux fenêtres et aux portes. À ce moment, des nuages se rassemblèrent dans le ciel, et quelques gouttes de pluie commencèrent à tomber. La foudre jaillit, frôla les grands arbres qui bordaient la rue et vint frapper de plein fouet la camionnette. Le silence se fit et Randall retira les mains de ses oreilles. Les gens coururent dans la rue et quelques instants plus tard, Randall put entendre le bruit d'une sirène. Il quitta la cour du devant et se dirigea vers la fenêtre latérale. De là, il pouvait voir Mrs. Cable. Elle avait réussi à rester endormie malgré tout ce tapage. La bouche ouverte, elle ronflait à un rythme tranquille. La télévision était toujours allumée, montrant un mauvais feuilleton. Randall établit sa surveillance le long de la haie du jardin. Il y avait un garçon qui paraissait amical et souriait à Randall, et qui ensuite le pinçait et le frappait lorsque personne ne regardait. C'était le garçon qui possédait la carabine à air comprimé, avec laquelle il avait tiré sur l'écureuil qui venait manger dans la main de Randall. Le garçon qui avait également tué l'un des poissons dans le petit bassin. L'écureuil vivait encore, mais il était devenu plus réservé. Il y avait toujours 3 poissons dans le bassin. Il y en avait toujours eu 3, sauf ce jour-là. Mais maintenant, l'un des poissons n'était plus tout à fait de la même couleur, ni de la même taille que les autres. Un gros chien pénétra dans le jardin en traversant la haie, et ils gambadaient ensemble. Randall sourit au chien. Gentil chien, dit-il. Son compagnon agita vivement la queue en adoration. Sam passa une mauvaise journée à son étude. Criant contre sa secrétaire, restant lointain devant ses clients, il avait moins de travail actuellement qu'à une certaine époque. Il refusait les affaires qui risquaient de traîner. C'était en partie à cause de cette chose étrangère qui grandissait en lui, mais aussi en partie, et il en était assez fier. Parce qu'il connaissait parfaitement son métier. Il s'était surchargé de travail quand Anne était morte. Il s'était plongé dedans. Maintenant, il refusait les honoraires qu'on lui offrait pour défendre ou poursuivre quand il savait qu'il ne vivait pas jusqu'au procès. C'était une question de morale secondaire. Mais un homme s'attache un peu plus aux questions secondaires lorsqu'il commence à mourir. Il lui devenait de plus en plus difficile de prendre des décisions et les clients le lisaient dans ses yeux et dans sa voix. La foule hétéroclite qui autrefois envahissait son cabinet s'était réduite à une poignée et bientôt ce serait la fin. Il pensa au garçon. Il savait qu'il ne s'était pas occupé de l'enfant après la mort de Anne. Et pire que cela, il avait même détesté Randall, sachant que le suicide de sa femme lui était dû. Le journal lui offrait la fuite. Le monde pourrissait de jour en jour et devenait plus facile à quitter. Aujourd'hui, 2 autres États s'étaient retirés des Nations Unies. La Suède constatait que la radioactivité de l'air venait encore d'augmenter, mais le gouvernement hésitait à interdire une nouvelle série d'expériences nucléaires. 2 nations africaines annonçaient le développement de leur propre armement atomique. Dans le Mississippi, un membre d'une organisation fanatique blanche venait de tuer un juge d'instruction qui avait condamné 9 hommes accusés et convaincus du lynchage d'un membre de la Ligue des droits civils. Dans son propre État, un amendement abolissant la peine de mort avait été rejeté à une grande majorité. Durant le chemin du retour, il ressentit dans le dos une douleur qu'il n'avait jamais eue auparavant. Ching Tsai rêva profondément durant la nuit de l'arrivée. Le Chin-Li lui apparut en songe. Elle rêva et ne vit pas les dragons qui traversaient le ciel calme. Une fois de plus, l'enfant fut lent et renfermé, et il demeura à l'écart. Note. Mrs. Cable était endormie. Après les émissions de la matinée, qui étaient réservées aux westerns, aux variétés, aux comédies, etc., la télévision présentait un programme sur la rénovation urbaine à New York. Il montrait les logements qu'on remplaçait
Il montrait les rues étroites où marchaient des gens sales et épuisés. Les caméras observaient les buildings qui s'écroulaient et les gratte-ciels en construction contenant des appartements bon marché. Mais la criminalité continuait dans l'ère de la reconstruction. La grande mode était d'attraper le gérant dans l'ascenseur, de le déshabiller et de lui défoncer le rectum. Les viols augmentaient car ces appartements étaient mieux insonorisés que les anciens. Randall regardait. Ici aussi les gens paraissaient sales et épuisés. Après le documentaire, il y eut un autre feuilleton. Mrs. Cable se réveilla et ils le regardèrent tous les deux. C'était l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aimaient et qui étaient mariés mais malheureusement pas ensemble. La maison était étouffante et vide. Sam vint à la fenêtre et les vit. Mrs. Cable était allongée dans la chaise longue, un journal ouvert sur la tête pour se protéger du soleil brûlant. Randall se tenait près du bassin en poisson rouge, que Sam avait creusé en des temps plus heureux. 3 vigoureux poissons rouges avaient survécu au terrible hiver précédent et au printemps frais. Sam ignorait comment ils subsistaient. Il savait que lui ne les nourrissait pas. L'enfant étendit ses petites mains au-dessus du bassin et Sam suivit ses gestes sans se faire voir. Ce fut comme ce garçon avait senti les yeux de Sam posés sur lui, car il tourna la tête et sourit en direction de la fenêtre. Puis il se retourna vers le bassin et glissa dans l'eau ses mains agiles. La droite ressortit en tenant délicatement un poisson rouge. Le garçon le tourna et le retourna, le regardant frétiller. Puis il le remit dans l'eau et sa main en chercha un autre. C'était une chose que Sam n'avait jamais vue auparavant, mais le garçon l'avait fait comme s'il s'était agi d'un acte quotidien. Randall avait une grande sympathie pour les animaux. Sam se rappela l'incident du chien. Leur voisin du côté jardin possédait un énorme berger allemand assez hargneux qui était la terreur du quartier depuis son acquisition. Un jour, alors que Randall avait fait une de ses fugues périodiques, Sam avait découvert l'enfant serré contre le chien. Il resta un moment à les regarder, craignant un peu que l'animal, que ses maîtres gardaient d'habitude soigneusement enchaîné, ne lui saute à la gorge. Mais le chien ne fit aucun mouvement et se contenta de pleurer lorsque Sam emmena le garçon. Par la suite, la conduite du chien dut s'améliorer avec l'âge, car Sam l'avait vu jouer joyeusement dans le quartier. Il fit un chèque qu'il remit à Mrs. Cable. Cela lui payait sa semaine et elle le prit de bonne grâce. Les jours de paye étaient les seuls jours où elle se déridait et montrait un réel désir de parler. Car c'est extraordinaire, dit-elle. La foudre a frappé une camionnette juste dans la rue. J'étais endormie, mais Mrs. Taldump m'a tout raconté. 2 hommes ont été tués. Elle hocha la tête avec une petite moue, juste dans la rue, et j'ai manqué cela. Elle montra Randall. Il continue. Il fait des choses qu'il ne faisait pas avant. Les petits garnements qui venaient lui lancer des pierres ne s'approchent plus. Il essayait de courir derrière eux pour leur donner ses jouets. Mais maintenant, il se contente de regarder s'il en voit un. Parfois, il prononce une phrase d'une voix forte et claire quand je ne m'y attends pas. Elle eut un hennissement. C'est dommage qu'on ne puisse rien faire pour lui. Vous voulez toujours le mettre dans cette école pour inadapté? Sam sentit la douleur s'élancer en lui. Pardon. Ce n'est plus la peine, dit-il brièvement. Elle est au complet, et il est tout en bas de la liste d'attente. Il la raccompagna jusqu'à la porte d'entrée. Les autres jours, elle limitait la conversation au minimum, mais aujourd'hui elle ne voulait plus s'arrêter. Il faut dire qu'il est très agile. Il y a un écureuil qui loge dans un de ses arbres. À peine ai-je eu le dos tourné qu'il a grimpé pour lui donner à manger. Je croyais que vous aviez dit que ce vieil orme était pourri. Sam acquiesça. Chaque mouvement lui envoyait une vague de douleur dans le dos. Eh bien, il m'a fallu pas mal de temps pour le faire descendre. Il ne me semble pas du tout pourri, à moi, grommela-t-elle. Il était pourri. Il était mort au printemps et n'avait plus redonné de feuilles. Sam pouvait l'apercevoir par la fenêtre de dernière. Les autres arbres étaient bien feuillus. Il crut voir des bourgeons et des petites feuilles sur les branches de l'orme, mais il savait qu'il devait se tromper. Il réussit finalement à faire sortir Mrs. Cable et appela le docteur Yancey. Quand ce fut fait, il s'assit avec précaution. La douleur s'apaisa un peu. Le garçon était assis sur le sol et l'observait avec cette attention curieuse qu'ont les enfants. La tête légèrement dressée, sans aucun embarras, Sam reconnut que l'enfant était beau.
Ses traits étaient réguliers, son corps souple et fort. Un jour, Sam avait visité le foyer d'état pour enfants mentalement attardés. Il se souvenait surtout des yeux des enfants qui s'y trouvaient. La plupart de ces yeux étaient inexpressifs et ternes. Certains yeux étaient stupides, comme ceux de Randall. Ils étaient brillants, avec cet éclat de la neige glacée, mais ils se désintéressaient du monde qui les entourait. Mal, papa demanda Randall. Il fit un petit geste de la main comme s'il témoignait et avait été surpris de découvrir une vérité soudaine. Mal, papa, répéta-t-il. Il désigna la fenêtre. Tout. Mal, déclara-t-il. Oui, dit Sam, le monde entier fait mal. Le garçon se retourna au moment où Sam entendit la voiture dans l'avenue. C'était le docteur Yancey. Il entra d'un pas rapide et Sam eut un bref accès de haine envers l'autre homme. Cette jalousie puissante du malade envers l'homme bien portant. Le docteur Yancey s'adressa d'abord à l'enfant. Salut, Randy. Comment vas-tu aujourd'hui? Pendant un instant, Sam ne pensa pas que le garçon répondrait. Randall regarda le docteur sans montrer un intérêt particulier. Je suis jeune, dit-il finalement d'une voix de fossé. Il répond cela aux gens quelquefois, expliqua Sam. Je pense qu'il veut dire que tout va bien. Yancey se rendit dans la cuisine et revint en tenant un verre d'eau et une pilule jaune. Cela devrait vous soulager un peu. Il tendit l'eau et la pilule à Sam, et celui-ci les prit avec soumission. Il laissa ensuite Yancey le soutenir pour aller vers son lit. Les doigts habiles l'auscultèrent et le garçon regarda la scène avec intérêt. Vous êtes enflé, mais aucun signe ne laisse penser qu'un organe est sérieusement atteint. Vous devriez vraiment aller à l'hôpital. Pas encore, dit doucement Sam. Il y a mon garçon. Il leva les yeux vers Yancey. Combien de temps, Doc? Il demanda cela tout en voulant et ne voulant pas savoir. Plus très longtemps maintenant, Sam. Je crois que le cancer attaque la moelle épinière. Il parlait à voix basse et se retourna pour voir si l'enfant les écoutait. Randall se leva et sortit lentement de la pièce. Une lampe s'alluma dans le bureau. Il va revenir dans le bureau et prendre quelques livres pour feuilleter les pages, dit Sam. J'ai une bonne encyclopédie là-dedans et quelques livres médicaux que j'utilise pour les cas où il y a des blessures. Je pense que ce sont les images qui lui plaisent. Parfois, il passe des heures là-dedans. Certains disent que Abul Qasim tua son père 2 mois avant l'arrivée. Le choc de cette mort et de cette naissance affaiblit la chose mère, et elle mourut quelques années plus tard. Sa vie, à lui, fut obscure. Il alla d'un parent à un autre, et sa maturation fut lente. Quelque chose en lui se cacha du monde jusqu'à ce qu'il fût un homme. Note. Les livres étaient irritants tant ils commentaient d'erreurs grossières, mais ce n'était pas délibéré, simplement de la stupidité et de la négligence. Il se souvint de la chose mère et se demanda pourquoi il lui avait fait mal. La chose père souffrait également, mais il n'y était pour rien. Il n'y avait pas d'amour dans la chose père, mais la chose père ne lui avait jamais fait de mal. Les livres ne lui étaient d'aucune aide. Seul ignoré par ce que le monde était devenu et par ce qu'il signifiait pour lui, il prit sa décision. Il la prit avec fermeté, rejetant tout le reste. La pilule agit pendant quelques heures, puis son effet commença à s'estomper. Il en prit une autre et alla voir l'enfant. Randall était allongé dans son lit, petit corps dans les couvertures, respirant lentement, tranquille, les yeux ouverts. Où est maman? Demanda-t-il. 2 sentiments s'opposèrent. Sam eut une terrible envie de tuer l'enfant et un désir égal de le serrer dans ses bras. Il ne fit ni l'un ni l'autre. Il arrangea simplement les couvertures. Elle est partie, très loin, dit-il doucement au petit garçon. Randall acquiesça de la tête. Sam rangea son bureau. L'enfant avait de nouveau touché à ses livres. Il les remit en place sur leurs étagères. Puis il retourna se coucher. Le sommeil vint rapidement. Dehors, dans le quartier, la plupart des lumières étaient encore allumées. Les gens regardaient la télévision avec inquiétude. De nouveaux combats au Proche-Orient, cette fois-ci. Des mains s'approchaient un peu plus de l'effrayant bouton rouge, le bouton créé par l'homme. Le président fit un discours et les tensions furent apaisées. Pour certains, le monde ce qu'il était et ce que les hommes en avaient fait survivrait encore pendant quelque temps. Sam fit un rêve. Les visages d'un millier de clients vinrent se fondre en un seul visage fatigué, ignorant et malade. Un visage
de misérables qui pleuraient sur les injustices de la vie en faisant des enfants pour obtenir les allocations familiales. C'était un visage que Sam connaissait bien, un visage qui plaidait pour le divorce, qui demandait une pension alimentaire, qui préméditait des viols et confessait des meurtres. Un visage qui haïssait toutes les minorités et les majorités dont il n'était pas le chef, qui maudissait le destin et qui volait son bien-être. Le visage lui était familier et il le connaissait bien car c'était le sien. C'était un rêve fondé sur 15 ans de métier. Ce n'était pas un cauchemar, car la vie était bien plus épouvantable. Le songe, cependant, ressemblait à la vie et à ce moment précis. S'il avait pu faire un choix rationnel dans son sommeil, si le désir de vivre n'avait pas été aussi fort et inné, il aurait choisi la mort. Un instant, il fut près de se réveiller, mais il retomba dans le puits d'où l'on n'apercevait plus qu'un minuscule cercle de lumière. Anne et l'enfant étaient là. Ils le touchèrent de leurs mains délicates. Ils tournaient leur visage vers la lumière du cercle de la vie pour mieux les voir. Et ces visages portaient les mêmes marques que ceux de ses clients, cruels, malades, mauvais et douloureux. Leurs mains le touchaient encore. Il se débattit pour échapper écœuré à leur contact. Avec une douleur horrible et en pleurant, il vomit. Il se réveilla. Seule une paire de mains était bien réelle. Randall se tenait devant le lit de Sam. Les mains du garçon étaient posées, immobiles, sur la poitrine de son père. Il y avait quelque chose dans le visage de l'enfant, une profonde attention, un sentiment. Sam ne pouvait pas le comprendre entièrement, mais il renfermait de la satisfaction, l'idée d'un achèvement et peut-être même de l'amour. Puis, cette expression disparut soudain. L'enfant bâilla et retira ses mains. Il sortit lentement, et Sam entendit bientôt le bruissement du rideau de soie dans la chambre du garçon. Un spasme de douleur le saisit à ce moment. Sam se leva faiblement et se rendit dans la cuisine où il prit une autre pilule. Puis il resta assis un instant sur le canapé en attendant qu'elle fasse de l'effet. Il revint en passant devant la chambre du garçon et s'arrêta pour regarder à l'intérieur. Randall était allongé tout droit dans son lit. La sueur luisait doucement sur son front et ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond en attente. Je suis jeune, dit de nouveau l'enfant, d'une voix plaintive, ne s'adressant à personne. Oui, murmura Sam, tellement jeune. Il y avait une chose, dit doucement Randall, cherchant ses mots. Petit chien avait mal. Il leva la main et posa un doigt minuscule sur le poignet de Sam. Poisson, toujours faim. Je leur donnais. Il secoua la tête, voit des mots, peut pas les dire. Sa voix devint plus assurée. Je vais grandir plus rapidement maintenant. Il retira sa main du poignet de Sam et la posa sur son ventre. Tout partit maintenant, tout partit, partout, dit-il en lançant un coup d'œil fugitif vers la chambre de Sam. Sam le regardait sans comprendre. Les yeux froids le fixaient et son sang se glaça en entendant les paroles que Randall prononça ensuite. La voix du garçon s'éleva et elle contenait une férocité que Sam n'avait jamais entendue auparavant. Vu des choses à la télé, les ai lues dans les livres et les journaux. Tant de choses mauvaises, toute la haine partout, comme les autres qui me haïssent. Il toucha sa propre petite tête, tant de choses là-dedans pas encore prêtes. Il ferma fortement les yeux et des larmes apparurent sur ses paupières. Pas triste, je vais grandir plus vieux, dit Randall, et sa voix était comme une promesse cruelle et inhumaine. Il y en eut un qui naquit dans une étable et mourut sur une croix. Celui-là était resté quelque temps à l'abri et sa maturité s'épanouit naturellement. Mais le nouveau, celui né de notre temps, vit la haine dévorante des hommes les uns envers les autres, si dévorante que cette haine l'atteignit lui-même. Il vit cela en Alabama et au Vietnam, et même dans le monde qui l'entourait. Il le vit à la télévision et le lut dans les journaux, puis grandit sans protection dans ce monde où règne la quantité et la communication hystérique. Puis il a médité, puis il a décidé. Celui-ci atteignit sa maturité et laissa éclater sa colère.